Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la douleur autour de la hanche. Alors, la plupart du temps, les patients se présentent en consultation en disant j'ai mal aux adducteurs. Et nous, intuitivement, surtout en terre de football, comme à Marseille, on se dit que la pubalgie ou la tendinopathie des adducteurs est probablement la première cause de douleur de hanche chez l'adulte. Et en pratique, si on regarde la littérature, de manière très étonnante, l'articulation de la hanche est la source la plus fréquente de douleur de laine chez l'adulte. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous convaincre de faire très attention à ça. Plusieurs travaux ont montré que plus d'une fois sur deux, chez les patients de 20 à 30 ans, principalement des hommes qui avaient juste des douleurs de laine, la cause articulaire était retrouvée. Et chez ces athlètes, chez ces sportifs, eh bien, une fois sur cinq, on retrouvait des douleurs d'origine articulaire, d'origine labrale. Vous voyez ce labrum, qui est cette structure ici, innervée comme un ménisque, est innervée et donc potentiellement douloureuse. Il faut connaître un petit peu comment est fabriquée une articulation coxo-fémorale pour comprendre ce qui, dedans, peut faire mal. C'est une énarthrose, c'est-à-dire une articulation à 3 degrés de mouvement. Elle est très contrainte, très différente de l'épaule. C'est vraiment une articulation, ce qu'on appelle socket ball, c'est-à-dire une boule dans un bol, très congruente, entourée par ce bourrelet, qui est donc ce labrum, qui peut être douloureux car innervé, entourée d'une capsule et donc de synoviale, laquelle peut être elle aussi enflammée et douloureuse. On en parlera tout à l'heure, mais les deux surfaces articulaires doivent être congruentes et vraiment parallèles l'une à l'autre. Si ces surfaces, en particulier du côté de l'acétabulum, si elle est trop inclinée ou si elle est trop petite, ben, comprenez bien que la surface diminuant, avec un poids identique, la pression articulaire va augmenter, ce qui peut être source de douleur et source d'usure. Ce labrum, vous le voyez ici sur ce vieux schéma, ici, il est vraiment, c'est un fibrocartilage au genou. Il est innervé, il est vascularisé à sa superficie. On le voit ici dans sa partie basse, récliné par un outil. Il est adhérent à la fois à l'os et puis au cartilage en haut. On le voit ici, ce labrum est adhérent. On voit sur une coupe d'arthroscanner le liquide s'immisce entre le cartilage de la tête fémorale et le cartilage de l'acétabulum et le labrum qui est en continuité ici. Il joue le rôle d'amortisseur. En fait, ce n'est pas exactement la même chose qu'à l'épaule où il augmente la surface. Là aussi, il augmente la surface, mais il rend l'articulation étanche et donc quand elle se met sous pression, le liquide se met sous pression et comme un amortisseur de voiture, euh, accepte un petit peu mieux la pression. Comme l'amortisseur, il prend à sa charge un petit peu de la pression et ça diminue la pression articulaire. Comme je vous le disais, il est vascularisé en sa superficie, pas au niveau articulaire, un peu comme un ménisque. Donc ce labrum va être le siège de toutes nos attentions dans les pathologies d'origine articulaire. Dans le cadre de l'appareil locomoteur, je reste intimement persuadé, c'est probablement la même chose pour toutes les autres pathologies, mais que l'interrogatoire fait 80% du diagnostic. Il faut connaître le contexte, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, le sexe, l'âge, la profession, le sport pratiqué, le type, le niveau, et puis l'ancienneté aussi. Quelques antécédents, en particulier rechercher des arthrites inflammatoires dans la famille ou si c'est une monoarthralgie ou une polyarthralgie. Les symptômes, particulièrement, on va particulariser la douleur sur son siège. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais il faut savoir dire si elle est au niveau de l'aine, si elle est latérale, si elle est au niveau de la fesse, donc une fessalgie, ou si c'est plutôt sur la cuisse, voire plus bas, ce qui peut faire penser à une origine, une radiculalgie par exemple, le rythme mécanique ou inflammatoire, l'impact fonctionnel, et dans certains cas, les patients peuvent tolérer leurs symptômes et le traitement qu'on leur propose est parfois plus compliqué que leurs problèmes. Le début, c'est pareil, hein, c'est délicat d'aller à une chirurgie hors traumatisme ou situation très grave si la douleur n'est pas présente depuis au moins 6 mois. Des signes accompagnants, des sensations de blocage intra-articulaire comme au niveau du genou, une boiterie, des sensations de claquement. Une fois qu'on a fait cet examen, on a la plupart du temps le diagnostic et il suffit juste de le confirmer. Pour le confirmer, la première chose, c'est de faire une dichotomie entre une douleur d'origine articulaire et une douleur d'origine non articulaire, en particulier tendineuse.
Et ça, vous le savez. Si à l'examen, patient allongé, la hanche entièrement détendue, tous les muscles détendus, vous mobilisez la hanche avec vos muscles et que le patient est douloureux, ben, dans ce cas-là, ça veut dire qu'a priori, la douleur est d'origine articulaire. Si en revanche, la hanche immobile, vous faites des contractions contrariées contre résistance et que vous avez des douleurs, ben, a priori, l'origine est plutôt musculaire. Il faut donc connaître les muscles qui peuvent faire mal autour de la hanche. Il peut y avoir le psoas, c'est assez rare d'avoir des douleurs au niveau du psoas sur une hanche, j'allais dire, non prothésée. Ça arrive chez les sports dans les sports avec une élévation antérieure ou une flexion de hanche, comme par exemple les arts martiaux, la danse ou même le trail à cause des montées. Mais c'est pas très fréquent. On en parlera tout à l'heure. Les extenseurs, donc le grand fessier, mais aussi surtout bien entendu le moyen fessier, qui est ce muscle abducteur, mais qui surtout stabilise le bassin à la marche, et on en parlera tout à l'heure une fois de plus. Donc, vous vous dites, bon, ok, c'est une douleur de la ligne isolée, mon examen s'est fait, c'est peut-être articulaire. Quel examen demandez-vous? Ben, très clairement, c'est la radiographie de bassin. C'est encore dommage de voir des gens arriver à la consultation avec une échographie ou une IRM sans cette radiographie avec laquelle on fait la plupart du temps le diagnostic. Bien entendu, si vous êtes devant une monoarthralgie, la radiographie va aussi vous permettre d'éliminer une tumeur chez des adultes jeunes, parce que malheureusement, ça peut être fréquent. C'est dommage d'avoir un retard diagnostique en ayant reproduit des échographies à des temps répétés. Et puis, si en revanche, vous avez des polyarthralgiques, il faut, dans cette population, penser aussi potentiellement à des arthrites inflammatoires et ça rentre souvent en écho avec l'interrogatoire. À ce moment-là, il faut faire bien entendu un bilan biologique avec une VS et une CRP. Donc, je vais vous proposer de vous raconter 6 histoires dans ma pratique, du moins fréquent vers le plus fréquent. Le premier, c'est une dame de 37 ans qui a une douleur dans la fesse. Et à l'interrogatoire, on s'aperçoit que c'est une coureuse de semi-fond, 5 heures par semaine, que les douleurs sont apparues à la course. Elles irradient dans la cuisse avec une recrudescence nocturne et le bilan rachidien est normal. Ça doit vous évoquer quelque chose. Et vous faites un examen clinique et vous avez 2 tests en particulier, c'est-à-dire une rotation interne passive de la hanche qui fait mal, donc on pousse, donc ça va tirer sur certains tendons, le pyramidal pour ne pas le citer, et puis l'inverse, vous allez faire une contraction contrariée, c'est-à-dire une rotation externe contrariée, contre résistance qui va faire mal. C'est-à-dire vous allez j'allais dire, stimuler, tester les rotateurs internes. Alors, faire attention, le petit fessier est un rotateur interne, mais si vous avez cette notion de sciatalgie tronquée, il faut penser au pyramidal, parce que ce pyramidal, il a ça de particulier qu'il croise avec le nerf sciatique par rapport aux autres rotateurs internes, comme le carré fémoral ou le jumeau, l'obturateur interne qui sont ici. Et puis surtout, il a un corps tendineux, alors que les autres sont quasiment que musculaires, donc il peut être le siège d'une tendinopathie. On va retrouver cette sciatalgie ou cette fessalgie tronquée avec des douleurs à la face postérieure de la cuisse, aggravées par la station assise, la montée des escaliers, sans problème rachidien. Et c'est ça qui peut faire penser à ce diagnostic. La plupart du temps, c'est le surmenage à la course qui en est la cause. On peut retrouver aussi des sports asymétriques, mais moi, je l'ai souvent vu à la course. Il faut à ce moment-là très, très clairement faire un point avec un podologue pour détecter une différence de longueur, inégalité de longueur des membres inférieurs ou un pied pronateur. Le traitement, le diagnostic peut être fait par l'imagerie, mais c'est souvent difficile, mais l'électromyogramme en particulier avec les potentiels évoqués peut trouver le diagnostic. Le traitement, c'est une tendinopathie, donc c'est des étirements, des contractions excentriques, des infiltrations et de temps en temps une ténotomie, mais c'est rare, je l'ai fait 2-3 fois. Ça fonctionne bien, mais c'est assez choquant pour les gens d'imaginer qu'on va leur couper le tendon. Si on a une symptomatologie à peu près identique, mais qu'on est devant une femme qui dit ça a commencé après ma deuxième grossesse, à ce moment-là, on va tester la sacroiliaque. On va tester la sacroiliaque en décubitus ventral ou en décubitus latéral, ou alors en pressant sur les crêtes iliaques en décubitus dorsal.
ou en faisant le signe du chiffre 4. Alors, faire très attention, parce qu'en faisant ça, on teste aussi la hanche. Mais si les douleurs sont très postérieures, si tous ces tests sont positifs, il faut penser à une douleur sacro-iliaque. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça explose en 10 ans, multiplié par 5 en termes d'axes diagnostiques et thérapeutiques. Et c'est une cause de douleur lombaire basse et de consultation chez les chirurgiens du rachis. Vous appuyez fort chez un patient assis au bord de table sur la sacro-iliaque et vous pouvez reproduire, vous voyez ici, la douleur dans cette région-là. C'est souvent, ce test est assez efficace. Voilà, le traitement, et voilà, c'est une infiltration. Il n'y a pas grand-chose à faire, je crois, en rééducation. Et dans certains cas, on peut faire des arthrodèses sacro-iliaques chirurgicales hein, si cette articulation est très dégénérative. Si en revanche elles sont insomniantes avec des douleurs de contact, il faut avoir connaissance de ce questionnaire, le DN4, hein, pour détecter des douleurs neuropathiques. Je pense que vous le connaissez. Il y a 10 questions, brûlure, sensation de froid. Vous pouvez trouver un questionnaire DN4 sur Google, le PDF, c'est facile. Il y a toutes ces questions et si le patient répond au moins à 4 questions sur 10 de manière positive, eh bien, la sensibilité de 83%, la spécificité de 90% de douleurs neuropathiques. Alors là, on est dans un contexte complètement différent et il faut bien se garder de faire des traitements agressifs qui assez souvent sont voués à l'échec. Il faut évoquer le syndrome de Meigne, que connaissent très bien les ostéopathes, qui est donc un dérangement intervertébral mineur qui irrite la branche postérieure de du 12e nerf intercostal, avec des cellules algies ici. Vous voyez, donc on n'est pas très loin de la sacro-iliaque. Il y a une irradiation au niveau de la face latérale et parfois de l'aine et parfois même des douleurs abdominales hein, par la branche viscérale qui est ici. On retrouve un point de crête qui est douloureux et puis surtout ce palpé roulé qui est douloureux, qui est un peu spécifique. Donc, il faut savoir évoquer chez des gens qui, cette fois-ci, en revanche, ont des douleurs lombaires et un vrai syndrome rachidien. On peut faire un bloc test à la xylocaïne. Moi, je le fais beaucoup, pas forcément sur le syndrome de Meigne parce que je ne vois pas beaucoup, mais pour différencier des problèmes articulaires coxo-fémoraux de problèmes rachidiens. Et puis, on peut aussi infiltrer, bien entendu, de la cortisone. Mais la clé, c'est probablement un traitement par ostéopathie. Le deuxième cas, c'est une patiente un peu lourde, de plus de 60 ans, qui a des douleurs latérales et qui se plaint en fait de boiter. Elle est en surpoids, elle fait un petit peu de randonnée, elle a des douleurs latérales qui sont à recrudescence nocturne, calmées par le repos, les anti-inflammatoires, et elle boite. Et elle boite comme ça. C'est-à-dire que quand elle marche c'est le côté gauche qui lui fait mal, elle va amener son épaule du côté gauche. Et ça, c'est relativement pathognomonique. La personne penche du côté gauche, comme on le voit ici, pour garder l'équilibre. Alors que la norme, c'est de pouvoir tenir à cloche-pied le bassin droit. Et ça, il faut faire ce test. Si les gens ne sont pas capables de tenir l'appui unipodal strictement droit, comme ça, c'est parce qu'ils ont une insuffisance des muscles fessiers. Et donc, il faut penser à ces anthésopathies du moyen fessier. C'est principalement la patiente de plus de 60 ans en surpoids, probablement pour des raisons hormonales, ça touche plus la femme que l'homme. Des douleurs électives au sommet du grand trochanter, une poitrine Trendelenburg, et puis voilà tous les tests de tendons, une contraction contrariée, donc une abduction contrariée qui est douloureuse, un appui unipodal qui est impossible ou douloureux. Le diagnostic est clinique, mais quitte à faire un test, autant faire une IRM parce que on peut rechercher des ruptures partielles du moyen fessier ou du petit fessier qui, comme à l'épaule, peuvent faire discuter d'une réinsertion, comme la coiffe à l'épaule, d'une réinsertion chirurgicale. Si en revanche cette IRM témoigne juste d'une tendinopathie avec une bursite, le traitement c'est suivi une fois de plus de la tendinite, hein, donc contraction excentrique, étirement, probablement s'intéresser à la nutrition, tout ce qui peut être inflammatoire, tout ce qui peut être acide. Et puis peut-être des injections de PRP au niveau du tendon, les résultats sont quand même relativement intéressants. Troisième cas, une jeune femme de 21 ans qui fait de la gym, ça pourrait être de la danse, c'est pareil, hein, elle ressent un ressaut, ça lui fait pas mal, ça fait cloc-cloc quand elle bouge sa hanche et sa mère est très inquiète, elle vous l'amène à la consultation. Et donc, on s'intéresse donc à ce muscle profond qui est le psoas
et un autre muscle qui peut être le tenseur du fascia lata que vous avez vu ici, qui donc vient s'insérer sur la crête iliaque. C'est la réunion du muscle tenseur du fascia lata avec le grand fessier. Il y a cette grande aponévrose qui vient s'attacher tout en bas au niveau du genou et qui peut frotter au niveau du grand trochanter. C'est assez souvent unilatéral, audible, et puis à force, avec le temps, ça peut créer une tendinopathie. Donc, on est une fois de plus dans la tendinopathie, traitement médical, 9 fois sur 10, toujours les mêmes outils. Et en cas d'échec, une infiltration. Et en cas d'échec, on peut peut-être à l'heure actuelle penser à la toxine botulique pour détendre de manière temporaire le muscle et donner accès à une rééducation plus efficace. Et dans certaines situations, à une chirurgie qui va donc allonger ce tendon, cette aponévrose du fascia lata, pour la détendre et limiter cette tension et cette douleur. Il peut y avoir un ressaut interne. Alors cette fois-ci, c'est le psoas, c'est-à-dire que quand l'examinateur va faire une flexion de la hanche lui-même, il ne va rien se passer, mais quand le patient va passer de la flexion à l'extension, eh bien, on va ressentir ce ressaut. C'est le psoas qui va passer au niveau de la bandelette iliopéctinée et l'éminence iliopéctinée. Vous voyez, il va rouler ici. Et puis pareil, ça peut faire juste un ressaut interne indolore, et puis à force, ça peut créer une tendinopathie. Et une fois de plus, le diagnostic est clinique. Il est confirmé éventuellement par une échographie dynamique qui va voir le tendon qui roule sur l'éminence iliopéctinée. Le traitement médical, j'en ai déjà parlé, et de manière très rare et de manière endoscopique, on va venir allonger ce tendon. Une fois de plus, la place de la toxine botulique est très prometteuse dans cette situation. Quatrième cas, une danseuse classique, disons 25 ans, qui a des douleurs de l'aine droite qu'elle supporte. Vous savez que les danseuses comme les gymnastes ont un seuil de douleur très élevé, qui devient malgré tout insensible aux anti-inflammatoires et qui est incompatible avec la pratique. Elle a eu trois infiltrations articulaires d'efficacité temporaire. Et ça a du sens parce que si quand vous infiltrez un endroit du corps, la douleur diminue, ça veut dire que l'endroit que vous avez fait infiltrer est la source des douleurs, au moins en partie, sinon en totalité. Donc là, ça veut dire que la douleur est d'origine articulaire. Cette patiente, elle vient avec un arthroscanner et me dit, vous voyez, j'ai des géodes dans l'os, on m'a parlé de les combler, etc. Moi, je dis, il faut faire une radio parce que cette radio, chez cette jeune femme, peut montrer ça. Et quand on voit ça, vous vous souvenez, je vous ai dit que les surfaces tout à l'heure devaient être à peu près à l'horizontale, face à face. Vous voyez que celle-là, la zone de contact est toute petite. Mais ça s'appelle une dysplasie de hanche. Ça se mesure. Si vous ne connaissez pas les mesures, demandez une coxométrie. C'est-à-dire que le radiologue fera les mesures lui-même et vous dira s'il y a une dysplasie ou pas. Il faut être vraiment très habitué, et il y en a beaucoup, et elles passent énormément inaperçues. Si on ne fait rien, vous voyez, c'est des vieilles radiographies de mon maître, le professeur Vaniac. Si on ne fait rien, à 18 ans, plusieurs années plus tard, la hanche est arthrosique, et là, il n'y a plus d'alternative à une arthroplastie. Donc les angles, c'est ceci. Par rapport à la verticale, cet angle-là doit être supérieur à 25. Ça veut dire que ça va loin ici. Et par rapport à l'horizontale, cet angle-là doit être inférieur à 10. Pareil, parce que ça veut dire que ça vient loin ici. Une fois de plus, si vous ne vous rappelez pas, demandez à votre radiologue de faire une coxométrie. Dans ces conditions-là, le labrum qui est protégé dans une gélance normale va être en surpression ici parce qu'il prend une partie du poids, et donc vous allez voir des lésions labrales, comme on l'a vu sur l'arthroscanner, et vous allez voir éventuellement des lésions induites, le labrum, voire même un petit kyste ici. Mais tout ça, c'est des conséquences. Là, il ne faut pas s'intéresser aux conséquences parce que ça ne marche pas, il faut s'intéresser à la cause. Et on retrouve ces lésions labrales, on retrouve ces lésions cartilagineuses de manière très importante chez les gens jeunes. Et dans ces lésions préarthrosiques, si on a la chance d'avoir un facteur de risque qui est soluble, il faut s'y intéresser. Et même si c'est un traitement chirurgical, et même si c'est un traitement chirurgical qui peut paraître agressif, parce que c'est une ostéotomie. Donc, vous voyez, c'est des techniques qu'on fait maintenant par des voies d'abord de 8 cm dans le maillot. Et on va venir couper autour du cotyle pour tourner, pour rediriger cette surface articulaire et normaliser ces angles. Alors ça paraît agressif, c'est vrai qu'on a le droit de marcher avec une paire de cannes pendant 6 semaines, mais ce que l'on sait, c'est que si on s'intéresse à la vie des gens jeunes, sur les activités de la vie de tous les jours, sur les activités sportives, les activités sexuelles,
la satisfaction est à 12-15 ans à 90%, ce qui est supérieur ou égal à ce qu'on obtient avec une prothèse de hanche. Vous voyez ici, c'est un cas un peu intermédiaire, une vraie dysplasie à gauche et puis une dysplasie un peu limite à droite. Et à ce moment-là, il faut chercher une hyperlaxité congénitale. Parce que si l'articulation n'est pas bien maintenue pour des raisons osseuses, qu'elle est comme ça, eh bien, si en plus elle n'est pas bien maintenue par la capsule articulaire, vous avez une fois de plus ces forces de subluxation qui vont venir abîmer le cartilage et le labrum. C'est le score de Bayton, il doit être supérieur à 6. On fait le côté gauche, le côté droit, la norme c'est 9 avec ces tests-là. Mais pardon, la norme c'est 0 et si on est supérieur à 6, c'est qu'on est hyperlaxe. Et il y a beaucoup d'hyperlaxes chez les gymnastes et les danseuses parce que ça leur rend la vie plus facile dans leur sport. Il y a d'autres tests, mais je vais passer rapidement, cherchant ces douleurs associées à cette hyperlaxité congénitale qui peut donner lieu à un traitement identique. Vous voyez, des tests d'appréhension comme on peut l'avoir à l'épaule où le patient va avoir l'impression que la hanche peut se déboîter. Cinquième et avant-dernier cas, un patient de 27 ans, footballeur niveau régional, il se serrait depuis toujours et puis il a des douleurs dans l'aine depuis 3 ans, qui a été diagnostiqué comme une pubalgie, insensible aux anti-inflammatoires et une fois de plus, 2 infiltrations d'efficacité temporaire. Donc on sait que c'est articulaire et on sait que le diagnostic n'est pas le bon. Sa radio est celle-ci, voilà, elle est interprétée comme normale, il n'y a pas du tout de dysplasie, vous voyez. Et à ce moment-là, il faut faire un examen clinique. Il faut avoir une arrière-pensée. Si lorsque vous mettez soit vous-même en flexion active la hanche ou que le patient se met en flexion active la hanche tout seul, il se met spontanément en rotation externe, c'est le signe de Dreman. C'est anormal. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place. Il ne peut pas faire d'adduction en flexion parce que mécaniquement, il n'y a pas la place. Je vais vous montrer pourquoi. De la même manière, vous allez faire flexion de hanche, adduction et rotation interne. La rotation interne, c'est le pied vers l'extérieur. Si vous avez une rotation interne qui est inférieure à 30 degrés, c'est anormal. Et si en plus elle est douloureuse, vous avez votre diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est le conflit de hanche. Le conflit de hanche, c'est un contact répété prématuré entre la partie antérieure du col du fémur et de l'acétabulum. Et il n'y a pas assez de place, et donc vous avez 2 choses dures, le cotyle et le col du fémur, et entre les deux, quelque chose de mou et d'innervé, à savoir le labrum, et ça fait mal. La situation normale, c'est celle-ci. Vous avez 2 types de conflits, soit un avec une anomalie au niveau du fémur, je vais vous montrer des petits films avec une bosse, soit ici avec une pince, c'est-à-dire que le rebord antérieur de l'acétabulum revient trop vers l'avant, soit les deux. Et dans les 2 cas, vous voyez bien qu'avant que le fémur vienne au contact ici, vous allez avoir moins de place dans cette situation, encore moins de place dans cette situation que dans une hanche normale. Si la radio semble normale, vous dites il n'y a pas de conflit, non. Il faut un examen en coupe injectée. Donc un arthro-IRM ou un arthroscanner. Alors d'où ça vient? Comme je vous le disais, ça c'est un effet CAM. La bosse est ici. Et cette bosse, dans les mouvements de flexion, rotation interne, va venir buter sur la partie antérieure du col ici et engendrer des désordres articulaires. D'où ça vient? D'une extension de la plaque antérieure de croissance. Probablement, c'est un problème de désordre de croissance chez des sportifs jeunes qui vont venir engendrer des micro-traumatismes dans cette région-là. Cette région-là va s'hypertrophier et ensuite elle va s'ossifier malheureusement. Et donc, on aura moins de place. La deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle une épiphysiolie, c'est-à-dire quand le cartilage de croissance n'est pas consolidé, n'est pas soudé, c'est par là où on grandit, l'épiphyse, donc le bout de la tête fémorale, glisse vers l'arrière et donc va artificiellement créer cette bosse. La deuxième situation, c'est l'effet pince. À ce moment-là, c'est le rebord antérieur de l'acétabulum qui descend trop bas. Et de la même manière, lorsque la hanche vient en flexion des centaines de fois dans le mouvement sportif, eh bien, le col du fémur vient buter sur la partie antérieure du labrum qui est ici. Et ce labrum va finir par s'abîmer, voire même le cartilage va s'abîmer ici. Et voire même, comme on peut le voir ici, à force de cogner le cartilage par effet rebond, le cartilage de labrum va s'abîmer et ça peut être source de douleur dans la fesse.
Donc, si on regarde cette radio, elle paraît anormale et en pratique, elle ne l'est pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous voyez, ça, c'est des clichés de profil dit de Dunn, D-U-2-N, qui voit très bien le col du fémur. Mais surtout, ce que l'on voit sur cette radiographie de bassin de face, c'est que le cotyle est ce qu'on appelle rétroversé. C'est dur à voir et si vous avez un doute, si votre test passif est normal, il faut montrer les radios à quelqu'un qui en a l'habitude. Ça, c'est sa corne postérieure de l'acétabulum et ça, c'est la corne antérieure qui est ici. Et normalement, la corne antérieure, si le cotyle est tourné vers l'avant, elle ne devrait jamais venir sur le côté. Elle devrait toujours être en dedans par rapport à la corne postérieure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le signe du croisement. Donc ça, c'est la norme. Ça, c'est la corne antérieure est ici. La corne postérieure est là. Ça veut dire que le cotyle est bien tourné vers nous, vers l'avant. Et quand la corne antérieure croise avec la corne postérieure, ça veut dire que le cotyle est tourné vers l'arrière et rétroversé. Donc cette partie-là va rentrer en butée avec le col du fémur. Il y a d'autres anomalies. Le cotyle peut être trop vers l'intérieur, ce qu'on appelle une coxa profunda, ici. Ici aussi, on voit normalement l'arrière-fond du cotyle ne doit jamais dépasser cette ligne qui rejoint ce point-là à ce point-là, comme on voit ici, ce point-là à ce point-là, la partie la plus extérieure du détroit supérieur à la partie la plus extérieure du trou obturateur. Si tout ou partie du cotyle étant dedans, ça s'appelle une coxa profunda, c'est-à-dire que la hanche est profonde et il y a moins de mouvement possible. D'accord ? On retrouve des sports, le karaté, la danse, ça a été prouvé et ça peut être source de douleur de l'aine, vous voyez, dès l'âge de 13 ans. Donc vraiment, il faut être très attentif sur ces causes articulaires de douleur. Pareil, chez les footballeurs, on a regardé 75 patients, 3/4 des patients douloureux de l'aine, c'était un conflit, ce n'était pas une pubalgie. Examen clinique, test de conflit, si c'est positif, c'est pas tendineux, c'est pas une pubalgie. Quel est le traitement? Il est conservateur chirurgical, arthroscopique. S'il n'y a pas d'arthrose, on va traiter la cause. L'efficacité, c'est 80%. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, ça, c'est la tête fémorale est ici. L'acétabulum, le cotyle est en bas. Et vous avez ce labrum qui est dégénératif ici. Donc, vous allez voir, il est complètement désinséré, complètement déchiré, comme un ménisque abîmé. Donc, dans ce cas-là, on va simplement le retirer. Et dans d'autres cas, il peut être désinséré comme au niveau de l'épaule. Et à ce moment-là, comme ici, une vraie anse de saut, le labrum est ici, complètement désinséré du cotyle qui est ici. Et à ce moment-là, on va le réinsérer comme à l'épaule. Ça, c'est pour traiter les lésions induites. Vous voyez une suture labrale qui est ici, comme dans l'épaule, on va venir passer des encres pour le suturer, le réinsérer. Au niveau du cartilage, on n'est pas meilleur que dans les autres articulations. On fait du débridement et parfois des micro-perforations comme au genou. Ça, c'est pour les lésions induites. Ensuite, pour les lésions causales, on a cette came fémorale, ici, cette bosse, que l'on va venir réséquer, creuser. Vous voyez, ici, elle a été creusée jusqu'à ce qu'elle ne touche plus l'acétabulum. On fait des tests lors de l'arthroscopie en flexion pour voir si ça touche plus. Le dernier cas, c'est un patient un peu plus âgé qui avait mal et puis qui, malheureusement, maintenant, on a trop attendu et on voit cette radio. Et si on voit cette radio, c'est simple, c'est une coxarthrose. Et à ce moment-là, je suis tenté de vous dire, c'est intéressant de savoir pourquoi. Il avait probablement un conflit. Regardez, on voit cette bosse ici. Elle est présente aussi ici, mais c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait comme examen? Aucun. Ça n'a aucun intérêt. On a déjà le diagnostic. On peut parler du traitement, mais le diagnostic, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un scanner, on n'a pas besoin d'un arthroscanner, on n'a besoin de rien de tout ça. Quel traitement ont fait la preuve de leur efficacité dans ce contexte? Uniquement les antalgiques. Le reste, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer, mais il n'y a pas de preuve de l'efficacité. RF, c'est rééducation fonctionnelle. Qu'est-ce qui décide du moment de la PTH? Est-ce que c'est, oh là là, attention, c'est très usé sur la radio, l'âge, les amplitudes articulaires ou la force musculaire? Non, c'est tout simplement la tolérance. Quand les gens en peuvent plus, c'est le moment. Bien entendu, si l'interligne est parfait, s'il est parfaitement normal, il faut chercher des lésions préarthrosiques avant et espérer traiter une dysplasie ou traiter un conflit avant de mettre en place une prothèse hanche. Malheureusement, dès qu'il y a un peu d'usure, c'est perdu. Et il n'y a aucune étude qui met en relation la quantité d'usure, c'est-à-dire la gravité de la radio, avec l'efficacité des traitements conservateurs. Donc, il faut les essayer, mais si ça échoue,
même si l'usure est à peine débutante sur la radio, ben, c'est la tolérance du patient qui va définir du choix thérapeutique et du moment de l'arthroplastie. Qu'est-ce qu'on a comme traitement dans ce cadre-là? Je l'ai déjà dit, malheureusement, c'est la prothèse de hanche. Le lavage articulaire arthroscopique à la hanche, ça ne marche pas. D'ailleurs, ça marche nulle part. Ça marche malheureusement pas au genou non plus, mais à la hanche, c'est hors de sujet. Donc voilà une arthroplastie de hanche telle que vous pouvez les voir. Ce n'est pas le sujet du jour. C'est la double peine chez les patients jeunes, d'une part parce que leur espérance de vie est souvent supérieure à celle de leur implant, mais aussi parce que leurs attentes fonctionnelles sont souvent bien supérieures à celles des patients âgés. Donc, c'est vrai, c'est la double peine. L'activité sportive a un impact, et on l'a démontré, diminue, vous m'excuserez la qualité de la diapositive, diminue la survie. Faible activité, on a plus de 90% de survie à 15 ans. Des sports à impact élevé, on a 80% de survie, donc c'est vraiment très différent. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, dont moi, on s'intéresse au resurfaçage. Donc, c'est de mettre juste un chapeau en métal sur la tête du fémur. Il y a des avantages, en particulier, il n'y a aucune interdiction sportive. Le risque de luxation est proche de zéro. Et il y a pas mal de contre-indications. La dysplasie, c'est pas possible. L'ostéonécrose, c'est pas possible. Il faut que la taille de la tête du fémur soit supérieure à 48 mm pour des raisons de frottement. Et donc, ça, c'est pas possible chez la femme. Si on respecte toutes ces règles-là, ainsi qu'une formation assez stricte dans des centres agréés qui nous accréditent auprès de l'HAS, et si on utilise des implants qui ont montré leur efficacité, parce que toutes les prothèses de resurfaçage ne sont pas d'efficacité identique, à ce moment-là, on a un résultat qui est supérieur ou égal à celui qu'on peut obtenir à la fois en termes de fonction comme en termes de survie par rapport à une arthroplastie classique. Donc, l'attente du patient, je l'ai dit, est plus importante. Alors, qu'est-ce qui influence le plus la satisfaction après une prothèse de hanche? Je vous le dis, c'est étrange. Ce n'est pas la reprise du sport, ce n'est pas les voies mini-invasives, pourtant on communique beaucoup là-dessus. C'est la consultation préopératoire. Il faut que les attentes du patient correspondent le plus possible à ce qu'on est susceptible de lui donner. Sinon, il sera toujours déçu. Si vous avez quelqu'un de très âgé qui est grabataire et qu'on lui dit, écoutez, on va vous supprimer la douleur, mais vous aurez peut-être besoin d'une paire de cannes pour marcher, on vous fait une prothèse de hanche et vous aurez un patient satisfait. Si vous lui dites, moi, je vais vous sortir du lit, vous allez courir comme avant, vous faites la même chirurgie et il sera insatisfait. De la même manière, si vous prenez un sportif du dimanche et que vous lui laissez espérer que, alors qu'il a pris 15 kilos, qu'il s'est qu'il a diminué ses activités sportives, qu'il va pouvoir battre Usain Bolt au 100 mètres, ou alors que vous n'abordez pas ce sujet, vous faites cette chirurgie, vous pourrez avoir un résultat objectif cartésien, mesuré, rationnel qui est bon, mais une satisfaction qui est mauvaise. Alors, en conclusion, ce que je voudrais que vous reteniez, si possible, c'est que la hanche, vue par un chirurgien, c'est pas seulement je veux une prothèse ou je veux pas de prothèse. De votre côté, quand vous regardez une radio, s'il n'y a pas d'arthrose, ça ne veut pas forcément dire que la radio est normale. Et en dernier lieu, toute douleur de l'aine, ce n'est pas des pubalgies. La plupart du temps, ce sont des douleurs articulaires, et j'espère vous avoir convaincu. La hanche, c'est médical, mais on a toujours pensé comme ça. Alors les gens se disent, on fait d'abord un traitement médical, et si ça ne marche pas, on l'envoie chez le chirurgien pour une prothèse. Il faut sortir de ce dogme-là. On fait un examen clinique. Si c'est une tendinopathie, 90% du temps, malheureusement, ça ne sert à rien qu'ils viennent nous voir. Si en revanche, c'est articulaire, on fait une radio. Si cette radio montre qu'il y a de l'arthrose, alors à ce moment-là, ce n'est pas pressé. On fait un traitement médical et si malheureusement il échoue, on fera une chirurgie non conservatrice, c'est-à-dire une prothèse ou un resurfaçage. Si en revanche l'interligne est normale, mais que la douleur est articulaire, alors à ce moment-là, il faut que ça fasse tilt. Est-ce que je n'ai pas une dysplasie? Est-ce que je n'ai pas un conflit de hanche? À ce moment-là, on fait une coxométrie et un arthroscanner. S'il y a des lésions arthrosiques très débutantes, voire absentes, et une préarthrose secondaire, à ce moment-là, il faut penser à une chirurgie conservatrice, soit de la dysplasie, soit du conflit. Si en revanche, il y a une préarthrose primaire et que ces examens montrent qu'il n'y a pas de cause identifiée, on est, une fois de plus, dans le traitement médical, voire le traitement chirurgical non conservateur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à vos questions et je me tiens à votre disposition par mail si vous avez des questions à me poser. Merci.